Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est le journal intime d'une jeune fille que Franck Ferrand nous propose d'ouvrir cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. En effet, nous allons évoquer ce journal intime qui est aussi et surtout l'un des témoignages les plus célèbres qui nous soit parvenu de la Seconde Guerre mondiale, le poignant journal d'Anne Frank. Et pour nous en parler, j'ai convié Annette Wiewiórka à nous rejoindre. Après quoi, tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Laurent sur l'origine de l'expression « en l'an de grâce ». Le moins qu'on puisse dire est que 1942, l'année où commence notre histoire d'aujourd'hui, n'était pas une année de grâce. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. À elle seule, Anne Frank nous émeut plus que les innombrables victimes qui ont souffert comme elle, mais dont l'image est restée dans l'ombre. Voilà ce que disait l'écrivain Primo Levi, survivant d'Auschwitz. Et c'est vrai que cet ouvrage, publié pour la première fois en 1947, d'abord aux Pays-Bas, puis dans le reste du monde, un ouvrage qui a été traduit en tout en près de 70 langues, puis adapté au théâtre, au cinéma, c'est vrai que ce journal d'Anne Frank est devenu un véritable emblème. C'est le témoignage du quotidien d'une adolescente qui vit cachée pendant plus de 2 ans avec ses parents et sa sœur dans l'annexe d'une maison d'Amsterdam. On est évidemment au cœur, au fort de l'occupation nazie en Hollande. Je vous propose de revenir à Amsterdam le 12 juin 1942, donc dans cette ville occupée par les nazis depuis déjà 2 ans. Nous sommes au 37 Square Merwede, dans une maison cossue où vit la famille Frank. Les Frank sont des juifs allemands originaires de Francfort. Ils ont quitté l'Allemagne pour les Pays-Bas 9 ans plus tôt, au moment de l'accession d'Hitler, quand Hitler est devenu chancelier. Ce 12 juin 1942 n'est pas tout à fait un jour comme les autres pour la famille, puisque Anne fête ses 13 ans. Elle est entourée de son père, Otto, qui dirige une entreprise qui vend de la pectine. La pectine, c'est un gélifiant qu'on utilise dans la préparation des confitures. Elle est entourée de sa mère, bien entendu, et de sa sœur Margot, sa sœur aînée, puisque Margot a 16 ans. Elle reçoit toutes sortes de cadeaux pour son anniversaire, des fleurs, un jeu de société, des friandises, un puzzle, une broche, nous dit-elle, puisqu'elle va bientôt décrire tout cela, des livres et c'est ce qui nous intéresse, un cahier dont les pages sont à carreaux avec une couverture orange. Ce cahier n'est autre que ce futur journal qu'elle commence à écrire 2 jours plus tard, le 14 juin, journal qui commence par la description de son anniversaire. Ce journal va devenir pour elle comme une sorte de confidente imaginaire à qui elle se livrerait, une sorte d'amie virtuelle qu'elle tutoie, qu'elle appelle Kitty. Elle raconte sa scolarité, elle parle des garçons qui lui tournent autour. Enfin bref, ça ressemble pour le début au journal intime d'une jeune fille de 13 ans, évidemment. Le père d'Anne, Otto Frank, n'en est pas moins anxieux. Il l'est chaque jour davantage. Depuis l'invasion des Pays-Bas, les nazis appliquent des mesures anti-juives extrêmement dures. Ce sont les mêmes mesures qu'en Allemagne. Les tramways, les cinémas, les restaurants sont interdits aux juifs, qui doivent bien sûr porter l'étoile jaune, qui sont forcés d'aller dans des magasins marqués boutiques juives. Les rafles sont de plus en plus fréquentes et Otto Frank sait que sa famille est en danger. C'est pour la protéger qu'il a une idée. Il va transférer ses bureaux et ses ateliers au numéro 263 du Prinsengracht, dans une maison de briques au bord de ce fameux canal, le canal des Princes, en plein cœur d'Amsterdam. Pourquoi est-ce qu'on se transporte dans cet endroit ? Eh bien parce que cette maison possède une annexe qu'Otto Frank a aménagée. Elle est cachée derrière une simple porte peinte en gris et qu'il faut atteindre après avoir pris des escaliers, emprunté des couloirs. Bref, cette maison possède une cachette. Depuis plusieurs semaines, avec ses associés et amis, Johannes Kleiman et Victor Kugler, Otto Frank a fait transporter dans la cachette des matelas, des meubles, du linge, des provisions. Tout est donc prévu pour un refuge, pour un départ précipité.
Le 5 juin, la sœur d'Anne, Margot, reçoit une convocation des SS. Et bien, dès le lendemain matin, la famille se met en route pour le nouveau magasin, pour la nouvelle adresse. Par bonheur, il faisait un peu plus frais que dimanche, grâce à une pluie tiède qui allait persister toute la journée. Chacun de nous s'était habillé comme pour une expédition au pôle Nord, afin d'emporter le plus de vêtements possible. C'est évidemment ce qu'écrit Anne dans son journal. Otto, Edith, Margot, Anne montent des marches, poussent la fameuse porte peinte en gris, pénètrent dans l'annexe, 2 petites pièces assez humides, assez délabrées pour tout vous dire, des pièces qui donnent sur un canal. Les parents vivront dans la première des 2 pièces et les filles dans la seconde. C'est un réduit sans fenêtre qui tient lieu de cabinet de toilette. Enfin, un escalier de bois très raide mène à un 3e étage où il y a 2 pièces pour les époux Van Pels, des amis de la famille, et pour leur fils Peter, qui vont arriver quelques jours plus tard. On vit donc à 7 dans cette annexe, et ça va être le début d'une longue période de clandestinité. La plus grande prudence est recommandée, évidemment. Pendant la journée, si vous voulez, pendant que les employés travaillent, Anne et sa famille peuvent marcher. Mais dès l'heure de la fermeture, il faut éviter de faire le moindre bruit. Les provisions sont apportées par des amis d'Otto, Johannes Kleiman et Victor Kugler. Anne les appelle dans son journal, elle les appelle Kopuis et Kraler. Il y a aussi la secrétaire, Mib Gies, qui va jouer un rôle important, nous y reviendrons tout à l'heure. Anne poursuit ses études, notamment elle apprend le français, avec des livres qui sont apportés, avec son père qui sert un peu de précepteur, si vous voulez. Dès les premières semaines, l'atmosphère est tendue et évidemment on peut comprendre pourquoi. La cohabitation est difficile, on se dispute pour la vaisselle, pour le partage de l'unique lavabo, un tub, il n'y a pas de baignoire, les toilettes, enfin etc. Tout ça évidemment crée une promiscuité terrible. Anne est en pleine crise d'adolescente, elle ne s'entend pas très bien avec sa mère, avec sa grande sœur, encore moins avec les Van Pels qui deviennent les Van Daan dans son journal. Voici ce qu'elle note le 28 septembre 1942. « Suis-je donc si mal élevée, si prétentieuse, si butée, si insolente, si bête, si paresseuse qu'ils le prétendent ? Oh, je sais bien, j'ai beaucoup de défauts, mais ils exagèrent à un tel point. Si tu savais, Kitty, combien ces injures et ces insultes me font bouillir le sang, ça ne sera plus long, bientôt ma rage va éclater. » Anne doit partager à partir du mois de novembre sa chambre avec un dentiste, Fried Pfeffer, qu'Anne appelle Albert Dussel dans son journal. Ça fait donc une 8e personne réfugiée dans l'annexe. Dans ce quotidien difficile, les moments de bonheur sont précieux, les anniversaires sont fêtés. En décembre, grâce à l'achat de viande au marché noir, Anne s'amuse à confectionner des saucissons et puis pour Noël, des pâtisseries grâce aux rations de beurre. De la danse hongroise numéro 1 de Brahms à l'instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, vous ouvrez le journal intime d'une jeune fille très connue dans l'histoire aujourd'hui, Anne Frank. Et on découvre maintenant, grâce à ce journal, que la vie dans cette cachette est vraiment très difficile. À l'annexe de la Prinsengracht, les semaines passent. Les privations sont nombreuses, les repas sont majoritairement composés de haricots. Nous mangeons tant de haricots blancs et rouges, je ne peux plus les voir, j'ai un haut-le-cœur rien qu'en y pensant, écrit Anne le 12 mars 43. Les pommes de terre, dit-elle, ont un goût de pourriture sucrée. L'électricité est rationnée, bien entendu. Il faut imaginer Anne dormant sur un petit divan. Les journées se déroulent toujours de la même manière. On se lève à 7h15, on se couche à 22h. Anne est toujours dans cette crise d'adolescence, évidemment. Son corps change, elle grandit, comme le montrent les marques au crayon tracées sur le mur de sa chambre. Ses vêtements deviennent trop petits, elle a ses premières règles, elle a toujours autant de difficultés relationnelles avec sa mère, avec sa sœur. Bref, ce qu'on lit dans le journal ressemble évidemment, encore une fois, pour le moment, à peu de choses près au journal d'une jeune fille, avec quand même cette pression chaque jour plus importante, avec cette angoisse que l'on ressent et qui transpire des pages. Elle n'a pas grand-chose pour se divertir, elle lit beaucoup. Le 11 juillet 43, elle rédige ces lignes: « Les gens libres ne pourraient jamais concevoir ce que les livres représentent pour les gens cachés. » Elle passe une grande partie de ses dimanches à trier, à classer sa collection de vedettes de cinéma. Tous les lundis, M. Kraler apporte à Anne la revue Cinéma et Théâtre. Ça, c'est l'espèce de
d'ouverture vers l'extérieur, vers la liberté. Elle prend également l'habitude de monter au grenier, de se coucher sous une petite fenêtre pour apercevoir au moins un peu les rayons du soleil. Alors, grâce au poste de radio qui se trouve là dans l'annexe, la famille arrive à capter quelques nouvelles de la BBC. On y parle d'arrestations, de déportations, de chambres à gaz. Les bombardements sur les Pays-Bas surprennent Anne et sa famille en pleine nuit et semblent se rapprocher de plus en plus de sa maison et de l'annexe. Elle note le 27 avril 1943, le Carlton Hotel est en ruine. 2 avions anglais avec un lourd chargement de bombes incendiaires n'ont pas raté l'Offizierheim, mettant le feu à tout l'immeuble du coin. Les attaques de la Royal Air Force sur les villes allemandes deviennent de plus en plus nombreuses. Plus de repos la nuit, j'ai les yeux cernés par le manque de sommeil. Anne est chaque jour plus nerveuse. Elle pense qu'un ouvrier venu travailler dans le magasin va finir par découvrir l'accès à cette cachette, va finir par alerter la Gestapo. Le 24 mars, pendant plusieurs minutes, les réfugiés entendent du bruit. Ils pensent à des cambrioleurs alors que M. Van Daan tousse sans arrêt et qu'il faut le calmer avec de la codéine pour éviter aux 8 habitants de l'annexe d'être repérés. Une autre nuit, Anne pense que la maison est en feu. Il y a eu un bombardement, pas loin. Tout ça, pour l'instant, relève de fausses alertes, mais évidemment, ça contribue à dégrader un peu plus le climat dans l'annexe. Au cours de l'année 43, nombreux sont les événements qui vont renforcer cette nervosité. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. En février, le propriétaire de l'immeuble l'a vendu à un tout nouvel acheteur. Il n'a prévenu personne. Heureusement qu'un des associés et amis de la famille est là lorsque le nouveau propriétaire examine les lieux. Il faut évidemment surtout pas lui indiquer cette porte qui donne accès à la cachette. En juillet, après des semaines de crainte, c'est un cambriolage qui est commis. Les cambrioleurs ont ouvert la porte d'entrée avec une pince Monseigneur. Ils montent au premier étage, ils forcent la caisse du magasin avant de partir en laissant derrière eux la porte grande ouverte. À cette période, on peut dire que les Franks sont de plus en plus isolés. Leurs amis et protecteurs sont malades. Il y en a un qui est à l'hôpital. Cette situation entraîne une tension de plus en plus vive au sein de l'annexe où les disputes sont quotidiennes. Voici ce qu'écrit Anne à la date du 16 septembre 1943. À l'annexe, ça va de mal en pis. À table, personne n'ose plus ouvrir la bouche, sauf pour manger, car le moindre mot risque d'être pris de travers ou de vexer l'un ou l'autre. On me donne tous les jours de la valériane pour calmer mes nerfs. N'empêche que je me sens encore plus mal fichu le lendemain. Malgré les tensions dans cet petit univers tellement clos, tellement réduit, l'inconfort au quotidien, la promiscuité, les mauvaises nouvelles à la radio, la crainte surtout d'être découvert, d'être arrêté, tout ça évidemment rend le climat terrible. Anne tente de relativiser en réfléchissant de temps à autre sur la façon dont nous vivons ici, écrit-elle le 1er mai, j'arrive presque toujours à la même conclusion. En comparaison des Juifs qui ne se sont pas cachés, nous devrions nous croire au paradis. Cependant, plus tard, quand tout sera redevenu normal, habitant notre maison proprement rangée comme autrefois, je ne pourrai m'empêcher de m'étonner en me rappelant ce à quoi nous sommes réduits à présent. Anne essaie de se raccrocher à un certain nombre de bonnes nouvelles qui peuvent arriver quand même par la BBC. On parle de la défaite allemande à Stalingrad, on parle de la capitulation de l'Italie fasciste. Le 12 juin, Anne est fière de sa fête d'anniversaire. Ce sont ses 14 ans et oui, voilà déjà une année révolue. Les 8 habitants de l'annexe vont même fêter le 25 décembre leur premier Noël alors qu'ils sont juifs. Leur protecteur leur prépare une belle surprise, un cadeau orné des lettres paix 1944. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Reviens dans un instant. Au cœur de l'histoire en été sur Europe 1. 7 jours sur 7, de 14h à 15h. Franck Ferrand. Et nous tournons les pages du journal intime d'Anne Frank cet après-midi sur Europe 1 grâce à vous, Franck Ferrand. Anne Frank, toujours cachée en 1944. Avril 1944, cela fait 21 mois qu'Anne vit enfermée dans l'annexe d'une maison d'Amsterdam. Les privations alimentaires sont maintenant devenues terribles, elles sont de plus en plus lourdes à supporter. Voici ce qu'écrit Anne le 3 avril. Nous mangeons des pommes de terre à chaque repas, à commencer par le petit déjeuner vu le manque de pain. Pour la soupe, nous nous servons de haricots blancs et rouges et de pommes de terre, ou bien de paquets de potage julienne à la reine et encore de haricots rouges. On a l'impression que ces haricots sont devenus une sorte d'obsession pour elle. Le 9,
Peter, le fils des Van Daan, comme elle les a rebaptisés, entend des bruits en provenance du magasin. Il avertit son père, il avertit aussi Otto Frank. Tous les hommes descendent alors que les femmes restent à l'abri, en haut. Anne écrit le 11 avril, 4 femmes unies par l'angoisse bavardent toujours, et nous y sommes livrés jusqu'à entendre soudain un coup violent, puis silence absolu. La pendule marquait 10h moins le quart. Chacune de nous devint livide, bien que restant calme en dépit de la peur. Peter descend à pas feutrés dans le magasin, il s'aperçoit qu'un morceau de la porte d'entrée a carrément été arraché. Il veut remettre la planche manquante, mais un violent coup de poing fait voler le bois en éclats. Otto Frank et M. Van Daan viennent à la rescousse, mais à ce moment, un couple de promeneurs qui passent dans la rue utilise une lampe en direction de la porte abîmée. Les hommes prennent peur, ils se sauvent, ils montent l'escalier, se mettent à l'abri derrière le placard, derrière l'espèce de placard tournant. Tout le monde pense qu'il n'y a aucun espoir. Les promeneurs vont sans doute avertir la police, ils sont sans doute convaincus qu'il y a eu un cambriolage sur les lieux. Et à ce moment-là, de nouveaux bruits, des inconnus avancent à travers les entrepôts, montent vers les marches, celles qui conduisent au passage secret. Ils sont tout près de cette cachette, tout près du placard tournant. Ils veulent l'ouvrir avec une fausse clé. Ils secouent le placard sans succès et ils vont finir par repartir. Anne et les autres sont terrorisés. Dans les heures qui suivent, il est interdit de se servir de la chasse d'eau, ce qui fait que peu à peu, les mauvaises odeurs vont emplir le logis. Tout le monde est de plus en plus nerveux. Le petit matin arrive, la nuit a été tellement courte. Un conseil de famille se tient. L'un des hommes descend au magasin pour avertir Kleiman, monsieur Coupuis, dans le journal, pour l'avertir par téléphone. Un peu plus tard, de nouveaux bruits de serrure. Cette fois, le placard tourne. Mip Gis, qui est cette secrétaire, cette amie de la famille, est là. Tout le monde est rassuré, mais la situation est intenable. Il n'empêche, Anne a décidé qu'elle resterait optimiste. Elle rédige ces lignes à la date du 11 avril. Un jour, cette terrible guerre prendra fin. Un jour, nous serons des gens comme les autres, et non pas seulement des Juifs. Qui nous a marqués ainsi? Qui a décidé l'exclusion du peuple juif de tous les autres peuples? Qui nous a fait tant souffrir jusqu'ici? C'est Dieu qui nous a fait ainsi, mais aussi ce sera Dieu qui nous élèvera. Dieu n'a jamais laissé tomber notre peuple. Il semble que la crise d'adolescence d'Anne soit passée. Elle connaît maintenant ses premiers émois amoureux avec Peter, le fils des Van Daan. Elle reçoit son premier baiser. Même si elle apprend que leur marchand de fruits et légumes a été arrêté car il abritait des Juifs, la famille Frank essaie de se raccrocher aux nouvelles les plus rassurantes. Le 6 juin, la BBC annonce le débarquement allié en Normandie. Pour Anne, cette nouvelle transforme l'annexe en un volcan en éruption, dit-elle. Quasiment au même moment, enfin le 12 juin évidemment, vous le savez maintenant, elle va fêter ses 15 ans. Elle est comblée de livres, de bonbons, de confitures, de cadeaux. On lui offre même un bouquet de pivoine. Plus tard, au cours du mois de juillet, autre bonne nouvelle, un complot a été ourdi contre Hitler. Certes, il a échappé à cet attentat du 20 juillet, mais la bombe prouve qu'il y a autour de lui, dans son entourage proche, un certain nombre d'opposants, qu'il y aura sans doute d'autres conspirations. Anne est enthousiaste. Je me sens trop gai pour être logique, trop gai en sentant l'espoir de pouvoir m'asseoir à nouveau sur les bancs de l'école en octobre, écrit-elle. Le 1er août, Anne Frank écrit « Quand on s'occupe trop de moi, je deviens d'abord hargneuse, puis triste, retournant mon cœur une fois de plus de façon à montrer le côté mauvais et à cacher le bon, et je continue à chercher le moyen de devenir celle que j'aimerais tant être, celle que je serais capable d'être, s'il n'y avait pas d'autres gens dans le monde. » Ces mots, ce sont les derniers qu'elle écrira dans son journal. Le 4 août 1944, après 25 mois de réclusion, la porte de l'annexe est enfoncée par la Gestapo et la porte cachée derrière ce faux placard. Les 8 clandestins de l'annexe ont été dénoncés. Ils sont arrêtés, déportés vers un camp de concentration. Ils passent par le camp de Westerbork, puis ils vont à Auschwitz-Birkenau dans la nuit du 5 au 6 septembre. Anne et Margot vont rester moins de 2 mois à Auschwitz, puis elles sont transférées à Bergen-Belsen. Anne va y mourir du typhus en mars 1945, quelques jours après sa sœur et quelques jours avant la libération du camp par les Britanniques. Bonjour Annette Wieborka. Bonjour. Nous allons revenir sur ce témoignage et sur toutes les questions très nombreuses qu'il pose.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Coupe Davis 2016. L'événement tennis est sur Europe 1. Avec l'équipe de France de tennis opposée à la République tchèque, et c'est Corinne Boulou qui vous fait vivre l'événement cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Pour la rencontre qui oppose Jo-Wilfried Tsonga au numéro 1 tchèque Jiří Veselý. Jo-Wilfried Tsonga qui est mené 1-7-0 par son adversaire et qui, dans cette deuxième manche, vient d'avoir la possibilité de remporter cette deuxième manche. Et finalement, sur une faute en coup droit, Jiří Veselý a réussi à remporter son service. Nous en sommes à 5 jeux partout dans ce deuxième set. Et Jo-Wilfried Tsonga au service pour tenter de rester devant dans cette fin de deuxième manche très électrique. Vous l'imaginez bien, le Français qui doit absolument recoller au score puisqu'il est mené 1-7-0. Il ne faut rien lâcher maintenant. Et donc, nous en sommes à 5 jeux partout. Et Jo-Wilfried Tsonga qui a perdu la première manche 6-4. À tout à l'heure. Merci beaucoup Corinne Boulou. On vous retrouve régulièrement tous les après-midi sur Europe 1 pour suivre cette Coupe Davis entre la France et la République tchèque. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et cet après-midi, votre émission Franck est consacrée au journal intime d'Anne Frank qui retrace aussi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Vous recevez Annette Wiewiórka, historienne, directrice de recherche émérite au CNRS et auteure de 1945, La Découverte. Il faut bien comprendre, Annette Wiewiórka, qu'au moment de l'arrestation de toute la famille Frank et des occupants de l'annexe, le livre, le cahier, le journal d'Anne Frank a été laissé. Il sera retrouvé par Miep Gies, l'ancienne secrétaire d'Otto Frank. Et c'est Otto Frank qui est le seul survivant des 8 occupants de la cachette. C'est lui qui publiera ce journal de sa fille. Absolument. Et on a une image qui est un peu fausse de ce journal. Vous avez rappelé le cahier qui lui est offert pour ses 13 ans. Et on a cette illusion qu'il y aurait eu ce cahier unique dans lequel elle aurait jour après jour, sous forme de lettres à Kitty, l'amie idéale, la confidente comme chaque adolescente virtuelle, comme toutes les adolescentes rêvent d'en avoir. Donc elle aurait jour après jour écrit ce cahier. Or, bien évidemment, la réalité est comme souvent un tout petit peu différente. Il y a ce cahier, puis quand elle a terminé, elle en fait un deuxième, et puis un troisième, sur bien évidemment du papier de fortune, parce que la guerre est là, et qu'il y a des difficultés d'approvisionnement en nourriture, mais aussi en papier. Et puis surtout, comme vous l'avez très, très justement noté, tous les 8 personnes de la cachette sont très attentives à ce qui se passe à l'extérieur, et écoutent la BBC en néerlandais, comme on écoutait la BBC en français en France. Oui. Et ils écoutent les bulletins néerlandais. Le bulletin néerlandais. Et en mars 1944, un des membres du gouvernement hollandais en exil annonce qu'après la guerre va être créé un centre de documentation sur la guerre. Il sera effectivement créé et que exactement comme le note dans l'après-coup Primo Levi, la citation par laquelle vous avez ouvert votre récit, oui. Voilà. Il dit, on va recueillir tous les témoignages et on va les publier. Et à ce moment-là, Anne Frank décide qu'elle veut être journaliste, qu'elle veut être écrivain, et elle commence à réécrire son journal de façon à ce qu'il soit publié. Et ce que trouve Miep Gies quand elle entre dans l'annexe après l'arrestation de tous les occupants, ce sont le journal, le fameux journal, 2 autres journaux qui sont sur des livres de comptes, et puis des feuilles volantes, des plures, du papier plure. Je ne sais pas si les auditeurs savent encore ce que c'est que le papier plure. Des feuilles extrêmement légères, qui servaient pour les carbones. Et c'est cet ensemble qu'elle garde, qu'elle conserve, et qu'elle donne à Otto Frank. Donc pas immédiatement quand Otto Frank rentre. Otto Frank est à Amsterdam le 3 juin, il a été libéré
par les soviétiques à Auschwitz. Il fait tout un périple, puisque la libération est du 27 janvier 1945, et il arrive par Odessa en bateau par Marseille, et de Marseille à Amsterdam. Il sait que Edith, sa femme, est décédée. Mais il ne sait rien de ses filles. Et il attend ses filles. Il sait qu'elles ont été transférées à Bergen-Belsen. Donc il espère que ses filles sont encore vivantes. Et c'est qu'en juillet 1945, que par des listes de la Croix-Rouge, il apprend le décès de Margot et de Anne. Et c'est à ce moment-là qu'on lui donne le journal. Ce journal, il ne pense pas un cheveu de sa tête pense à le publier. Il le traduit en allemand pour que sa mère, qui a survécu en Suisse, à Bâle, et qui est allemande, vous avez rappelé que la famille Frank était une famille de Francfort. Et c'est cette version dactylographiée par Otto Frank qui commence à circuler jusqu'au moment où un de ses amis trouve ce texte tellement extraordinaire qu'il publie un article dans un journal hollandais. Et c'est là que commence l'aventure de la publication à partir de 1947. Mais alors justement, ce texte est extraordinaire et vous nous avez expliqué la raison de sa grande cohérence, c'est qu'il a été repris dans la perspective d'un témoignage en fait. Il y a une conscience de témoigner chez Anne Frank, il faut le souligner, ça n'est pas seulement le hasard des circonstances. Il y a bien eu chez elle la volonté de laisser trace. Au risque de décevoir toutes les adolescentes qui écrivent un journal dans l'espoir qu'il soit publié un jour, il y a chez Anne Frank une volonté littéraire. C'est ça. Et je pense que c'est cette volonté littéraire, et on la sent très bien dans les extraits que vous avez lus, qui donne à ce journal ce caractère tout à fait exceptionnel. Une vie extraordinaire. Voilà, parce qu'il y a d'autres journaux, y compris des journaux tenus par des adolescents qui ont été retrouvés, mais aucun n'a cette qualité qui est due à cette intention littéraire d'Anne. Et à l'urgence de la situation. C'est un écrit de l'urgence et ça se sent, cette espèce de concentré vital qu'il y a dans ce livre, dans ce journal, tient largement aux circonstances terribles de sa rédaction. Absolument. Et vous avez cité cet extrait où elle parle de l'importance des livres pour des gens qui sont enfermés. On pourrait dire aussi l'importance de l'écriture quand la personne a la capacité d'écrire, parce que ce qui lui a probablement permis de garder pendant ces 2 années son identité, sa cohérence, ça a été l'écriture. Et l'écriture est centrale, elle en prend conscience, et c'est cette prise de conscience qui pour elle a valeur de vocation. Ce qu'il faut peut-être préciser pour nos auditeurs, je ne l'ai pas fait suffisamment dans mon récit, je m'en rends compte, c'est l'incroyable violence de la situation aux Pays-Bas. Cette occupation allemande n'est pas vraiment comparable à l'occupation qu'on a connue en France, par exemple. Il faut bien le dire, ça. On est dans une occupation brutale. On est dans une occupation qui est légèrement plus précoce qu'en France, qui va durer plus longtemps, puisque les Pays-Bas ne seront libérés qu'en avril 1945, 2 mois après la mort de Margot et de Anne. Et cette occupation, elle est terrible parce que c'est une occupation directe et parce qu'il y a aussi aux Pays-Bas un vrai parti de nazis hollandais qui sont au service des nazis. Il y a une proximité quand même de l'Allemagne et des Pays-Bas, y compris d'ailleurs une proximité linguistique qui est différente. Certains néerlandais ne vont pas être très contents quand vous dites ça. Mais peut-être que vous n'avez pas trop d'éditeurs néerlandais. Mais je croise les doigts. Il y a aussi probablement une géographie qui fait que c'est un pays avec une superficie relativement exiguë et une densité de population qui est 5 à 6 fois supérieure à celle de la France, surtout dans la zone autour d'Amsterdam. Parce que si on va vers le nord, on est dans une zone qui est beaucoup moins peuplée, et c'est là que se trouve le camp de Westerbork, qui est le camp, l'équivalent du Drancy hollandais, et qui est un camp par lequel les Juifs vont transiter
et où Anne et sa famille vont rester, je crois, à peu près un mois dans l'attente du convoi qui va les mener à Auschwitz. Ça a été pour les Juifs néerlandais une traque permanente. Hein. Ils ont eu le même traitement qu'en Allemagne, là, on peut dire. Ça a été une traque permanente et on voit très bien par l'histoire de la famille Frank à la fois l'aide d'une partie de la population, puisque ils sont plusieurs à l'aider, donc Miep et son mari Yann, et puis d'autres. Mais c'est quand même une délation qui cause cette arrestation, une délation qui est restée jusqu'à ce jour obscure. Il y a eu 2 procès et la personne qui le soupçonnait a été chaque fois blanchie. Mais il y a quand même à la fois des délateurs, des nazis hollandais qui parcourent, et il y avait à peu près 150 000 juifs en Hollande en 1940, parmi eux 25 000 réfugiés allemands comme la famille Frank, et 80% d'entre eux ont été assassinés. Ça fait partie, j'ai envie de dire, des mystères de cette affaire du journal d'Anne Frank. Il y en a un certain nombre. Nous allons y venir dans un instant. Et grâce à vous, nous allons entrer, si je puis dire, dans la maison d'Anne Frank et dans la fameuse cachette. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et place à présent au cadeau sur Europe 1. Soyez bien attentifs, car jusqu'au 14 août, Europe 1 vous offre vos vacances et chaque jour un voyage à gagner. Aujourd'hui, vous jouez pour un séjour d'1 semaine pour 4 personnes en demi-pension dans la résidence 4 étoiles BO Resort à Bagnoles-de-l'Orne en Normandie. Ce complexe touristique niché au cœur d'un parc national, d'un parc naturel, propose des bassins aquatiques, un hammam. Ils ont même pensé à la famille avec un club enfant gratuit et même un spa pour vous faire plaisir pendant vos vacances au BO Resort à Bagnoles-de-l'Orne en Normandie. Alors pour plus d'informations, vous avez rendez-vous sur internet bo-resort.com. Et pour tenter votre chance et peut-être gagner, remporter ce superbe voyage, comment on fait ? Bien, c'est tout simple, vous envoyez le code vacances au pluriel VACANCES par SMS au 7 39 21 65 centimes plus le coût du SMS. Vous nous appelez au 39 21 50 centimes la minute. 3 messages pour participer. Passez un très bel été à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et aujourd'hui, Franck Ferrand, avec vous, nous découvrons l'histoire incroyable d'Anne Frank avec votre invitée, Annette Wiewiórka, historienne, directrice de recherche émérite au CNRS et auteure de 1945, La découverte parue au Seuil. Alors, il faut dire à nos auditeurs que lorsqu'on se rend à Amsterdam, sur le Prinsengracht, on peut aller visiter la maison d'Anne Frank, la fameuse cachette dont elle parle. C'est d'ailleurs un lieu extrêmement visité. C'est un des lieux les plus visités de Hollande, en fait. C'est un lieu les plus visités de Hollande et même des plus visités d'Europe, avec pas loin d'1 million de visiteurs par an. À la fin des années 50, l'immeuble a été acquis et une fondation gère cette maison Anne Frank que l'on peut visiter et que, effectivement, comme vous l'avez dit, tout le monde visite. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est un peu décevant d'ailleurs ? Forcément, quand on lit le journal, on se fait des images, on se forge des idées. Alors peut-être que tous ces lieux sont toujours décevants et que l'imagination par la lecture rend mieux compte que la visite des lieux. Mais malgré tout, même si c'est décevant, c'est quand même très émouvant. Parce que on voit très bien l'exiguïté des lieux, parce qu'il y a des petites traces. Vous avez dit qu'on mesure la croissance d'Anne, donc il y a les petits traits comme dans une maison ordinaire où on mesure l'enfant. Il y a aussi... Comme vous l'avez dit, elle recevait ce journal, elle était passionnée de cinéma, donc il y a encore des il y a encore photos. Quelques collages, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et surtout, on retrouve aussi l'environnement qu'elle décrit, l'église qui sonne, donc qui est effectivement tout à fait à proximité. Et on pouvait voir jusqu'à il y a quelques années le fameux marronnier dont elle décrit la floraison, mais qui a dû être abattu. Donc il y a quand même quelque chose d'émouvant à voir cette maison. Oui. Et
on peut aller sur le site internet de cette fondation Anne Frank et on voit qu'il n'y a qu'ils pas sont que la très maison. actifs. Il y a tout un musée, il y a tout un centre de documentation. Centre de documentation qui est un centre qui rappelle ce qu'a été l'histoire de la persécution des Juifs en Hollande, qui est un centre qui montre aussi ce qu'a été Westerbork, parce qu'il y a quelque chose de très particulier à Westerbork, qu'avait étudié une de mes collègues, Sylvie Lindeperg, qui est qu'un film a été tourné à Westerbork, qui est le film du départ d'un convoi. Et tout le monde connaît les images de ce film parce que c'est les seules images de départ de convoi et qu'elles sont recyclées dans tous les films sur la déportation. Oui. Donc, c'est aussi un centre de documentation, mais peut-être, et ça va être un sujet de grand débat, pas en France, on n'en a jamais débattu, mais beaucoup notamment aux États-Unis, sur le fait que la vocation de cette fondation n'est pas une fondation à la mémoire de la persécution des Juifs, mais que elle veut propager ce qu'elle a décidé être les idéaux d'Anne Frank, c'est-à-dire des idéaux humanisme, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, et comme l'inscription sur le gâteau du 15e anniversaire d'Anne Frank, la lutte pour la paix. Eh oui, cette paix 1944. Paix 1944. Eh oui. Alors, le livre a eu un succès immense, et ce succès planétaire est venu d'abord par les États-Unis. Il faut peut-être expliquer ça. Absolument. Donc, le livre est publié d'abord en néerlandais, dans une version qui est compilée par Otto Frank, qui supprime un certain nombre de choses. Donc, c'est pas clair de savoir si c'est lui le traducteur. Fille, donc ça peut se comprendre. Voilà. Oui. Mais un certain nombre de choses sont supprimées. D'ailleurs, l'édition de poche, qui vient de reparaître en français il y a 2 ou 3 ans, est 25% plus importante que la première édition, celle que j'ai lue quand j'avais 12-13 ans. Et ensuite, il y a une édition en allemand, mais ils peinent chaque fois à trouver un éditeur. Et puis aux États-Unis aussi, ils peinent à trouver un éditeur. Une dizaine de maisons d'édition refusent le journal d'Anne Frank, jusqu'à ce que, très largement grâce à un journaliste écrivain qui s'appelle Meyer Levin, Doubleday prenne le journal, obtient une préface d'Eleanor Roosevelt, la femme, la veuve du président Roosevelt, et que Meyer Levin fait un immense article à la une du supplément littéraire du New York Times, qui fait que, instantanément, en 1952, le journal est un best-seller. Un best-seller adapté tout de suite au théâtre, d'ailleurs. Alors, ce best-seller est adapté au théâtre avec un conflit immense entre Meyer Levin, qui a écrit la première adaptation et cette adaptation n'a pas été prise. Et c'est très important, ce rôle de Meyer Levin, parce que plus tard, les négationnistes qui diront Anne Frank n'a jamais existé, le journal n'a jamais existé, diront c'est Meyer Levin qui a écrit le journal d'Anne Frank. Donc c'est une autre version qui est prise, et la pièce à Broadway est aussi un énorme succès. Donc, et elle dit succès de théâtre, dit forcément adaptation au cinéma. Oui. Et c'est un homme qui a d'ailleurs été très important dans le filmage de la découverte des camps 1945, qui est George Stevens, qui adapte la pièce au cinéma. Là encore avec un succès inouï. Et des éditions énorme. Qui ne cessent dans ensuite, le monde entier. Dans le monde entier, vous avez parlé de 70 éditions. Je crois que le total cumulé des ventes, c'est 30 millions d'exemplaires. Et je pense que ça doit venir tout de suite après les grands textes religieux, la Bible, ce qui veut dire que dans le monde entier, les adolescents, peut-être d'ailleurs davantage les adolescentes, ont lu le journal d'Anne Frank. Oui, et puis c'est devenu quasiment un classique pour quasiment tous les adolescents. Le nombre d'écoles ou de collèges qui s'appellent Anne Frank de par le monde est aussi énorme. Extraordinaire. Avec des pays plus fanatiques du journal, par exemple le Japon. Ce qui peut agacer, on peut le comprendre. On sent un peu d'agacement dans la phrase de Primo Levi que je citais pour commencer cette émission. C'est-à-dire que pourquoi ce livre, pourquoi ce témoignage plutôt que tant et tant et tant d'autres au milieu de tant de souffrances? Alors le paradoxe, il est celui-là. Et d'ailleurs, il est présent chez Meyer Levin. Meyer Levin écrit dans ses mémoires, Meyer Levin a
a été témoin de l'ouverture des camps. Et il écrit je ne peux pas dire exactement, c'est un survivant qui aura vécu qui pourra dire. Et en 1950, quand il est en vacances à Antibes et que sa femme lui donne le journal, il dit voilà le survivant que j'attendais, voilà la voix qui vient des camps. Or, si on réfléchit un petit peu, Anne Frank n'est pas du tout une survivante comme l'a été Primo Levi. Elle ne témoigne pas ni de Westerbork d'ailleurs, ni d'Auschwitz, ni de Bergen-Belsen, comme d'autres le feront. Et c'est pourtant cette voix-là qui est une voix d'une vie d'un huis clos. Une vie traquée dans un huis clos. Une vie traquée dans un huis clos qui va devenir une sorte de symbole. Je parlais d'emblème des tout à l'heure. D'emblème des victimes. Oui. Et des victimes de l'Holocauste, la Shoah, du génocide des Juifs, comme on l'appellera. Donc il y a un paradoxe. Oui, et ce qui explique peut-être la polémique qui va naître alors nettement plus tard, au tournant des années 80. Vous parliez de ces négationnistes qui carrément mettent en cause le journal lui-même. Oui, alors ça a été en tirant parti de différentes versions, en fait, c'est ça? Alors il tire parti de différentes versions qui existent. Il tire parti aussi de traces de stylo-billes qui se trouvent sur les feuilles volantes. Et ils disent, le stylo-bille n'était pas commercialisé à l'époque aux Pays-Bas, donc c'est un faux. Et ils attribuent ce faux à différentes personnes, dont Meyer Levin. Cette polémique a été si forte à un moment donné que, après la mort d'Otto Frank, qui a légué, qui a gardé le droit, c'est une fondation qui garde les droits du journal, d'où la nouvelle polémique sur l'entrée du journal dans le domaine public. Donc tous les manuscrits ont été déposés à Amsterdam dans ce centre d'études des guerres, et une équipe de chercheurs hollandais a publié en 1986 ou 7 une édition qui s'appelle Les journaux d'Anne Frank. Alors là, c'est une énorme édition. C'est un énorme livre qui a été traduit par Kalman Levy et qui est tout à fait passionnant. Et je pense que ceux qui s'occupent de littérature, surtout, peuvent voir toutes les versions du texte. C'est ce qu'on appelle de la génétique qu'on fait pour les grands écrivains. Et à partir de ce moment-là, les polémiques ont cessé. Le journal est bien le journal d'Anne Frank, même s'il a été fait à partir des journaux d'Anne Frank. Sur certains passages. Voilà. Vous avez prononcé le véritable mot, Annette Vieviorka, c'est littérature, car au-delà d'un témoignage et au-delà d'un document historique, il s'agit bien d'un ouvrage de littérature. Et ce qui nous émeut tellement, ce qui rend cette œuvre tellement extraordinaire, c'est peut-être le décalage qu'il y a entre l'enthousiasme qu'on y voit malgré tout constamment survivre, surnager, et l'issue tragique que personne n'ignore. Absolument. C'est-à-dire, quand on ouvre le journal, on connaît déjà la fin. Tout le monde connaît la fin. Tout le monde sait que l'auteur n'a pas survécu. Je faisais un petit calcul et je me disais, elle est née en 29, que si elle avait survécu, elle pourrait, comme d'autres, Ida Greenspan, être encore parmi nous, parce qu'il y a encore des survivants qui ont fait ce même itinéraire. Marceline Loridan, par exemple, a été aussi transférée d'Auschwitz à Bergen-Belsen, et Marceline est encore parmi nous. Mais il y a fort à parier que dans ces conditions, le journal n'ait pas eu la même postérité. Absolument. Mais je pense aussi que si les jeunes filles le lisent avec tellement de passion, c'est que cette situation de huis clos lui a permis d'exprimer des choses sur la vision de sa mère, son conflit avec sa mère, sur son éveil de la sexualité, sur la transformation de son corps. Vous avez évoqué la première fois qu'elle a ses règles, mais il y a aussi la façon dont le corps d'une adolescente se transforme. Et je pense qu'il n'y a pas de journal d'adolescente qui atteigne cette acuité qui est due tout à la fois à cette situation de huis clos et au talent d'Anne. Bien sûr. Merci beaucoup, Annette Vieviorka. Je rappelle que votre dernier ouvrage, 1945, La découverte, a été publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Dans
Dans un instant, Franck vous répondra à la question de Laurent. Il voudrait savoir d'où vient l'expression « l'an de grâce ». Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est une question de Laurent sur le site internet europe1.fr qui vous est posée, Franck. Il voudrait savoir d'où vient l'expression « l'an de grâce ». Oh, la réponse à Laurent est très simple et rapide. Vous savez que pendant longtemps, on a associé cette locution à l'Apocalypse, qui disait quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et bien, on considérait que passé cette date, passé les 1000 ans, chaque année était un sursis, était une grâce. En fait, l'expression désigne tout simplement les années de l'ère de l'incarnation, c'est-à-dire les années qui suivent la naissance de Jésus-Christ. C'est l'équivalent français de Anno Domini, en l'an de grâce. Je pense qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin.